Bonjour Laura. Bonjour Maxime. Bienvenue à WeCast. Je te présente Alexia, qui est ma co-animatrice, qui est la seule personne que j'ai présentée pour la deuxième fois dans ce podcast. J'ai oublié de présenter Greg. Hello, c'est Maxime du futur. Cette remarque fait référence directement à l'ordre d'enregistrement, car l'ordre de diffusion n'est pas le même que celui filmé. Celui-ci c'est le 5e et dans les précédents, je n'avais pas présenté mes co-animateurs en dehors de Alexia. Allez, je vous remets votre podcast préféré de suite. Bonjour Laura. Bonjour Alexia. On va écouter tout de suite le générique. Un week-end, un métier, un podcast. WeCast. Comment tu l'as trouvé ? Franchement, il est vachement cool. Trop cool. J'ai tellement hâte de voir les... Donc, présente-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais comme travail et comment t'en es venue là. Alors, moi, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans. J'ai commencé... pour comprendre un peu mon parcours professionnel, il faut comprendre un petit peu ce que j'ai fait à partir du lycée. J'ai commencé à développer un amour pour le théâtre assez tôt. Donc, je me suis inscrite à l'atelier théâtre de mon lycée où j'ai fait 3 ans là-bas en tant que comédienne et en tant qu'assistante metteur en scène. Et arrivé après le bac, il fallait trouver un petit peu ce qu'on voulait faire dans la vie. Et moi, je savais que je pouvais pas travailler juste faire un travail alimentaire, ça allait pas me plaire. Il fallait vraiment que je sois impliquée dans ce que je voulais faire professionnellement. Donc, je me suis dit, let's go, on va faire une licence de théâtre. Et donc, du coup, je suis allée à Strasbourg. Parce qu'à la base, je viens de Mulhouse. Je suis montée à Strasbourg. J'ai fait une licence en théâtre. Et à la fin de ma licence, je me suis dit, on va faire un master. Donc, on a fait un master en médiation culturelle et en politique culturelle. Donc, la médiation culturelle, c'est, en fait, notre travail à nous dans la médiation, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui vont se dire, aller au théâtre, c'est pas pour moi. Parce que je suis pas suffisamment intelligent ou parce que j'ai pas suffisamment d'argent ou quoi que ce soit. En fait, on casse toutes ces images hyper élitistes et on entre dans ce qu'on appelle la démocratisation culturelle, c'est-à-dire mettre en place des moyens pour que tout le monde puisse aller voir un spectacle au théâtre, voir un film au cinéma, etc. Et donc aller vers ces publics-là qu'on appelle des publics empêchés ou des non-publics pour leur faire comprendre que la culture et l'art, c'est accessible pour absolument tout le monde. Peu importe d'où tu viens, peu importe les moyens que tu as. Et donc, voilà, ça, c'était ma motivation, parce que je voulais vraiment faire ça quand j'ai choisi mon master. Et à la fin de mon master, j'ai un petit peu postulé dans les structures culturelles qui étaient autour de chez moi. Il n'y avait pas beaucoup d'offres, donc j'ai commencé en tant que chargée de billetterie dans un théâtre, le théâtre de Haguenau, qui est un des seuls théâtres en Alsace, un des 5 théâtres alsaciens qui sont des théâtres à l'italienne. Donc, un très beau théâtre de 400 places, absolument magnifique. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. Et c'est une toute petite équipe où notre champ d'action, si tu veux, au niveau du travail, c'était donc la saison culturelle de spectacles vivants au théâtre et un festival d'art de rue qui s'appelle le Festival d'humour des notes. Et donc, mon travail, c'était d'organiser l'accueil du public, la billetterie, que ce soit sur Internet ou en physique, etc. Et comme c'est une toute petite équipe et qu'il y a eu pas mal de changements pendant que j'y étais, parce que j'y suis restée 4 ans, j'ai des collègues qui sont partis, donc il fallait les remplacer. Le temps de les remplacer, il fallait que nous, on fasse l'intérim. Donc, j'ai appris plein de choses dans cette petite équipe-là. J'ai appris l'administration, j'ai appris la production, j'ai appris la communication, j'ai appris l'accueil des artistes. Enfin, j'ai un petit peu tout appris, même un peu de lumière au niveau du théâtre aussi, parce qu'après tout, pourquoi pas. Donc, je suis devenue un petit peu un couteau suisse. Et quand je suis partie de théâtre de Haguenau, j'avais postulé en tant que chargée de communication et des relations avec les publics au théâtre, à la salle de spectacle 13e Sens à Obernai, anciennement Espace Attique, qui s'appelle maintenant 13e Sens. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis chargée de communication et des relations avec les publics, ce qui veut dire que 50% de mon travail, c'est faire de la communication autour du spectacle vivant et des films au cinéma, parce que c'est aussi une salle de cinéma. Et pour le festival Pisteur d'étoiles. Donc voilà, en communication, c'est tout ça. Et en médiation, ça va être faire la médiation, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc des ateliers de pratique, de la sensibilisation, aller chercher les jeunes. On se concentre plutôt sur les jeunes parce que c'est un public qu'on a un petit peu du mal à choper. Donc aller les voir dans les établissements scolaires, dans les périscolaires, dans les centres socioculturels, etc., pour essayer de les emmener chez nous. Donc voilà, communication et médiation culturelle. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui, au-delà de simplement, je veux dire, il y a plein de façons de faire des métiers artistiques. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette voie-là plutôt qu'une autre ? En fait, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais fait pas mal de jeux
Donc au lycée, l'atelier théâtre. Après, je suis allée au conservatoire de Strasbourg, enfin de Mulhouse, pardon. Là, on s'est rencontrés. Le jeu, c'était sympa, mais après, je voulais en savoir plus. Je voulais connaître l'histoire du théâtre. Ensuite, je voulais faire de la mise en scène. Donc, je voulais étudier le pourquoi du comment, certaines méthodes de mise en scène, certains courants de théâtre, etc. Donc ça, c'était toute la licence. C'était vraiment étudier le théâtre historiquement, comment il s'est développé, quelles sont les influences, machin, enfin, les grands théoriciens, les grands penseurs, etc. Et donc ça, c'était super. Ça m'a vraiment, vraiment plu. Et après, je voulais vraiment me professionnaliser là-dedans. Et je me suis dit, en fait, non, moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment le spectacle vivant. Ça me plaît trop. J'ai trop envie de rester là-dedans. Donc, même si, je suis pas metteur en scène ou comédienne professionnelle, ça, c'est des choses que je fais à côté de mon travail encore maintenant parce que j'ai monté ma compagnie. Et par contre, professionnellement, j'ai envie de rester dans l'administratif du spectacle vivant. Là, pour l'instant, c'est de la communication et de la médiation, mais pourquoi pas peut-être un jour faire de la production, faire de la programmation, ce genre de choses, ça me dérangerait pas. Enfin, je veux savoir le plus de choses possibles dans ce champ d'action-là, quoi. Par faire ton côté couteau suisse. C'est ça, exactement. T'as envie d'avoir plein d'options encore en plus. Ouais, c'est ça. Et puis c'est hyper enrichissant en fait quand t'arrives dans une nouvelle structure et que par exemple ta collègue elle est en arrêt maladie et tu dis ça je peux le faire en fait. C'est même pour toi c'est hyper enrichissant aussi de comprendre et ça c'est hyper important aussi dans un milieu comme ça, le spectacle vivant, parce que c'est un milieu qui n'a strictement rien à voir. Ne serait-ce que le régime de rémunération par exemple des intermittents, c'est un truc qui a strictement rien à voir avec le reste du monde du travail ou du code du travail ou du droit du travail ailleurs. C'est des structures qui fonctionnent, mais c'est un petit peu c'est un microcosme en fait. Ça fonctionne sur des subventions, du coup il faut savoir un petit peu où aller les chercher, quelles sont les relations avec les financeurs, etc. Donc à partir du moment où je trouve où t'as compris un petit peu tous les tenants et les aboutissants de comment une structure culturelle peut fonctionner, et surtout dans un spectacle vivant, après toi ça te permet aussi plus d'aller chercher le public, de leur expliquer comment vous fonctionnez, pourquoi il y a des choses que vous faites, des choses que vous faites pas, et c'est comme ça qu'en fait tu vas créer du lien avec les gens et que toi-même après dans ton travail tu as en tête toutes ces petites choses qui font que tu t'essayes de rendre la vie la plus simple possible pour tes collègues, d'être transparent en termes d'information pour plein de choses, et du coup c'est un peu plus enrichissant quand même d'avoir ces connaissances-là. Et sur tous les aspects sur toute cette partie couteau suisse, est-ce qu'il y a quelque chose quand même que tu préfères, plutôt la com, plutôt la médiation, ou t'aimes tout? Alors, la communication, c'est un métier qui est quand même assez bâtard. C'est assez bâtard dans le sens technique. Alors, voilà, bâtard dans le sens où en fait tu te retrouves à faire plein de choses, parce que chargé de communication, c'est un peu un mot valise qui va dedans mettre web designer, community manager, chargé du graphisme, vidéaste, photographe. En fait, c'est vraiment un mot valise pour absolument tout et n'importe quoi. Donc, tu es obligé de te spécialiser dans plein de choses. Et c'est compliqué parce que, surtout dans l'événementiel, si ton événement va pas fonctionner, la première personne sur laquelle on va venir taper, c'est la personne en charge de la communication. Alors que pour faire de la communication, il y a plein de choses. Faut faire une étude de public, faut faire une étude de territoire, il y a tellement de choses. Puis parfois, des fois, tu fais ton événement, c'est super, tu sais que ça va plaire à tout le monde, sauf qu'à côté, il y a un événement qui est 10 fois plus grand, et donc du coup, les gens ils voient cet événement-là, et en fait, tu n'y peux rien. Et des fois, c'est assez compliqué de te justifier là-dedans. Donc moi ce que j'aime dans la com, ça va être tout le côté graphisme, ça va être le lien avec le public, parce que j'aime vraiment beaucoup être en lien avec le public, échanger avec lui. Mais ce que je vais préférer, ça va être la médiation, parce que tu crées des liens. Par exemple, quand tu as une classe de gamins qui sont jamais venus au spectacle, jamais venus au cinéma, tu les vois qui arrivent avec des étoiles dans les yeux, ils savent pas trop ce qui leur arrive, et puis ils s'intéressent vachement, et c'est des gamins, même s'ils sont compliqués au départ. Par exemple, quand tu prends un groupe qui vient d'un centre socioculturel où pour eux ils partent déjà du principe que ça va les faire chier, qu'ils savent pas où est-ce qu'ils ont mis les pieds, que c'est pas pour eux, etc. Et ils repartent, et tu te dis en fait t'as créé une petite étincelle dans ces gamins là, et ça c'est hyper cool, quoi. C'est hyper enrichissant. Ouais. Alors, en tout cas, juste en parlant d'étoiles dans les yeux, là, quand tu parles de ton métier, tu as des étoiles dans les yeux. C'est ce que je disais au début. Moi, je pouvais pas faire un truc comme ça juste alimentaire. Moi, il me faut un truc qui m'anime au quotidien, parce que sinon, je trouve pas la motivation de me lever pour aller travailler, quoi. Une femme passion. C'est ça. Est-ce que du coup, en dehors de ton travail et tes études, tu as bossé dans des centres aérés ou quoi que ce soit par hasard Non, j'avais bossé très brièvement en crèche, et j'avais été nounou pour des enfants. Okay. En tant que job étudiant, mais j'avais vraiment jamais fait ça. J'ai pas mon BAFA, par exemple. Okay. Tu vois, par exemple, non, je suis vraiment rentrée là-dedans par le métier de la médiation. Okay.
tu travailles aussi du coup avec alors le centre socioculturel, mais aussi avec par exemple des personnes qui sont en réinsertion ou pas du tout Ça, c'est des choses que j'aimerais bien développer. On va beaucoup travailler avec des personnes qui sont en maison de retraite, des centres socioculturels, des périscolaires. Et après, il y a tout ce qui est parajudiciaire, par exemple, où tu as des... Là, maintenant, on est en train de regarder pour un partenariat avec une maison pour des enfants, des mineurs. Et c'est genre leur dernière chance avant d'aller en prison. Ok. Voilà, donc des fois, une maison de redressement, des trucs comme ça. C'est pas vraiment une maison de redressement. En gros, c'est un milieu. Alors, dans le judiciaire, on parle de milieu ouvert et milieu fermé. Milieu fermé, c'est quand ils n'ont pas le droit de sortir de la structure. Milieu ouvert, c'est quand ils ont le droit de continuer à avoir une activité, d'aller en cours, etc. Ou pour les adultes d'avoir un travail, etc. Donc eux, c'est un milieu ouvert, mais c'est, si tu veux, c'est leur dernière chance d'aller dans cet endroit-là où ils sont cadrés. Et où ils doivent prendre conscience dans le temps qu'ils ont là-bas, qui est très très court, qui est souvent pas plus de 5 mois. Donc parfois, ils ont seulement 5 mois avant de retourner dans la vie, dans la société et de pas récidiver, pour changer de comportement, changer de vision sur la vie et essayer de se redresser un petit peu. Donc c'est pas évident. Mais tout ça, c'est des gens qu'on aimerait bien toucher. Pareil pour les personnes qui sont en réinsertion ou le public carcéral, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que, en fait, on peut tout imaginer avec tout le monde, avec les personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit mental ou physique. On peut tout imaginer parce que la culture, ça va forcément parler à absolument tout le monde à un moment, à n'importe quelle échelle. Et après, c'est à nous de nous triturer les méninges pour savoir comment leur rendre ça accessible, que ce soit physiquement ou que ce soit financièrement ou adapter notre discours pour faire en sorte que ça les intéresse et parfois créer des vocations aussi. Donc c'est cool. Si on te donnait 1 an où tu as vraiment le temps de faire ce que tu veux et un budget illimité, ce serait quoi ton projet de rêve? Je crois que mon projet de rêve, ce serait de bosser avec un public carcéral et de leur donner en fait un espace d'expression artistique. Donc que ce soit, mais de leur faire absolument tout, tu vois. Tu leur fais un stage de jonglage, ensuite tu leur fais un stage de théâtre, un stage d'improvisation, un stage de peinture, vraiment tout et n'importe quoi, pour que eux ils puissent, je sais pas, trouver une petite étincelle, parce que souvent les personnes qui sont incarcérées, elles perdent un peu goût à tout ça, elles perdent goût à la vie, elles sont très pessimistes, très nihilistes, et c'est très très compliqué de leur apporter de nouveau un petit espoir ou ce genre de choses. Et en fait, leur donner l'espace de création nécessaire pour eux, pour que ils puissent déjà raconter leur histoire, parce que toutes les histoires sont complètement différentes. C'est pas parce que t'as commis un crime un jour dans ta vie que t'es forcément une mauvaise personne, ou que t'as pas envie de te racheter ou ce genre de choses. Et que tu sois que ça, que tu sois que réduit à ça de ton existence. Parce que concrètement, quand tu sors de prison, t'es fiché, t'es blacklisté, tu n'existes plus, à part en tant que délinquant ou criminel. Donc sortie de prison. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, et souvent, tu peux avoir des belles histoires là-dedans, et c'est des gens qui sont hyper touchants. Et enfin, c'est aussi ce côté humain quand tu fais de la médiation qui fait que tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés auparavant, et tu vis des moments humains qui sont parfois, tu te prends une claque énorme dans la gueule, quoi. C'est incroyable. Est-ce que tu as eu un moment ou un autre des difficultés dans ton parcours par rapport à ton travail, genre des choses qui t'ont permis vraiment de passer un cap au-dessus, genre vraiment où tu t'es dit ouais, là ça va être chaud? En fait, pas vraiment. Il y a eu cette période de doute quand j'ai eu mon master et que je devais enfin rentrer dans la vie professionnelle, et que je me suis retrouvée pendant 3 mois au chômage et à pas réussir à trouver. Donc là, j'ai commencé à me dire, ouais, c'est chaud, parce que surtout dans une ville aussi... alors, Strasbourg, c'est une ville magnifique en termes de culture. Il y a des théâtres à tous les coins de rue. Enfin, c'est limite un mini Paris culturel. Mais il y a très peu de postes parce que les gens, dès qu'ils trouvent un poste, ils postulent. Et une fois que tu as un poste là-bas, c'est rare que tu le lâches assez rapidement. Donc j'ai eu une période de doute là où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Laura, vraiment, sérieusement, le théâtre, mais quelle idée, tu pensais vraiment que tu allais trouver du taf dans le théâtre? Et en fait, j'ai trouvé assez rapidement, assez facilement, et je me rends compte que quand t'es motivé et que tu t'ouvres un petit peu à pas faire seulement une seule mission, mais à trouver d'autres petites choses et à te spécialiser dans d'autres choses aussi, ça m'a permis de trouver mon poste aujourd'hui, où je suis arrivée en disant bonjour, alors je n'ai fait aucune école de communication, par contre je sais faire de la com, vous pouvez me prendre. Et on m'a dit ok banco, et j'ai fait d'accord. Et du coup
Mais après, ça reste, surtout en tant que chargé de com, ça reste un boulot challengeant au quotidien parce que tu as quand même la pression de ton spectacle qui doit être rempli. Ouais. Donc, quand tu as des spectacles qui sont pas remplis, forcément, tu vas un peu te flageller en mode qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mais tu te rends compte que des fois, c'est pas de ta faute, en fait. Tu as fait tout ce que tu as pu avec le budget que tu avais et tu pouvais pas faire autrement. Mais ouais, la com, c'est challengeant au quotidien. C'est compliqué au quotidien parce que souvent, tu te remets en question. Tu te dis, mais j'aurais dû trouver d'autres solutions ou je sais pas, ou j'ai peut-être un truc auquel j'ai pas pensé. Donc ça, c'est difficile. Mais si tu compares la difficulté et à quel point c'est valorisant et à quel point moi, ça me fait vibrer dans ma vie de tous les jours, c'est presque rien, quoi. Est-ce que du coup, tu travailles en équipe ou tu manages une équipe Non, alors là où je travaille maintenant, on est dans une structure qui a des petites difficultés où là, notre directrice, elle a démissionné début septembre. Donc pour l'instant, on est toujours en recrutement d'une directrice, mais on est une structure avec 3 salariés. Donc là, pour l'instant, on est 3. On est toutes sur des doubles postes. J'ai une collègue qui est chargée de la billetterie, de l'accueil des artistes et de la programmation du cinéma, et une autre collègue qui est chargée de l'administration et de la gestion financière. Donc, on est toutes sur des doubles postes et on manage personne d'autre que nous-mêmes. Ok, ouais. Donc, on est 3. Il n'y a pas assez d'équipes pour avoir une équipe. C'est ça. Alors, on va travailler avec beaucoup de bénévoles pour tout ce qui est cinéma parce qu'il y a beaucoup de caisses et de projections à faire et que nous, malheureusement, on peut pas. Sinon, j'habiterais dans mon bureau. Tu vois, je mettrais un petit futon à côté de ma chaise et ça, c'est pas possible. Déjà 4 heures de sommeil, je vais me lever, moi. Non, mais c'est exactement ça. Grosse grasse mat, hein. T'imagines? Oh non, mais il y a encore une séance de ciné, faut que j'y aille, là. Donc, ouais, la seule l'équipe, entre guillemets, qu'on va manager, ça va être l'équipe des bénévoles, mais c'est très, très sommaire et c'est pas du tout du management d'équipe, quoi. Ok, ouais. Ouais. Et quand tu étais du coup à la billetterie, là, tu avais plus un poste de management? Non, j'étais toute seule aussi. Okay, ouais. Non, j'étais toute seule sur la billetterie. Souvent, quand c'est des petites structures comme ça, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il y a tellement pas de moyens, en fait. Et les moyens, tout ce qui est subventionnement, financeur, etc., ça arrête pas de baisser tous les ans, évidemment. On nous a bien fait comprendre avec la crise du Covid qu'on n'était pas essentiel. Merci beaucoup. Voilà. Que du coup, c'est très rare, en fait, que tu. Enfin, à part dans les vraiment grands théâtres comme le TNS ou comme le Maillon, où là. Pour ne citer que des structures à Strasbourg, mais ou la Filature à Mulhouse, par exemple, où là, tu as des équipes, mais parce que c'est des théâtres nationaux qui sont subventionnés, ou c'est des théâtres labellisés, et ça, quand tu es dans une petite structure, tu l'as pas, ça. Tu parlais du Covid. Toi, vous avez vraiment senti un avant et un après? Ça a changé votre quotidien dans le théâtre? Alors, dans la structure où j'étais, au moment du Covid, donc j'étais encore au Théâtre 2 à Guenot, on a vraiment énormément bossé pour garder le lien avec le public. C'est-à-dire que normalement, on devait avoir un spectacle par semaine. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la com. C'était au moment du Covid parce que ma collègue de la communication est partie à ce moment-là. Donc, on s'est retrouvé avec un poste vacant. Et évidemment, tu peux pas recruter pendant une pandémie. C'est un petit peu compliqué. Donc, c'est moi qui ai fait toute la com. Et en gros, à chaque soir de spectacle, on devait avoir un spectacle, on a sorti une petite vidéo. Et en fait, on gardait le lien, on envoyait beaucoup de mails à nos abonnés, beaucoup de newsletters, on créait beaucoup de contenu vidéo. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée un petit peu à la communication. Et en fait, on s'est rendu compte en revenant et en rouvrant après les différents confinements et la pandémie que les gens, ils nous ont dit, mais on avait des nouvelles tout le temps, en fait. On avait tout le temps des nouvelles de ce qui se passait. Vous nous envoyez des vidéos. Du coup, on sera là, quoi. On sera là. Et ils étaient là. Et on a eu presque pas de baisse de fréquentation entre l'avant-Covid et l'après-Covid, quoi. Donc, c'était vachement cool. Et ça, c'est primordial de garder le lien avec les gens pendant toute cette période-là, quoi. C'était des vidéos sur quoi que vous faisiez alors? En fait, on essayait de créer du contenu sur le spectacle qui aurait dû se passer. Donc, des fois, on avait des artistes qui acceptaient de nous envoyer une petite vidéo en disant coucou, on aurait dû jouer chez vous ce soir, malheureusement, c'est pas possible. Ou alors, on leur demandait un extrait du spectacle. Ou alors, on faisait une petite interview entre personnes de l'équipe en disant ce spectacle-là, pourquoi t'aurais bien voulu le voir? Enfin, voilà, trouver ce genre de petites pastilles, quoi, avec le petit mot du directeur. On avait appelé ça des pastilles de confinement. Et voilà, on en sortait une toutes les semaines et c'était chouette, quoi. Génial. Voilà. Donc, du coup, t'es chez toi, toute seule, en télétravail, avec pas du tout de matos, mais t'apprends le montage vidéo sur Premiere Pro, comme ça, alors que t'as eu aucune formation. C'est ça. Et donc, ta première vidéo, c'est genre, j'ai quand même passé 3 heures de montage, et à la fin, tu passes 20 minutes parce que tu maîtrises le truc, quoi, mais c'était assez marrant.
Une corde de plus à l'arc. Ouais, c'est ça. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien bidouiller les trucs. Je suis assez autodidacte. Pareil pour tout ce qui est graphisme. J'ai appris sur le tas, sur du InDesign, en faisant, en fait, tout simplement. Et donc, c'est possible, en fait. C'est aussi ça que beaucoup de personnes se disent, c'est que j'ai pas les compétences, je vais pas y arriver. Bah ouais, mais en fait, des fois, il suffit d'y aller et d'avoir envie d'apprendre et d'apprendre sur le tas. Et c'est des compétences dont tu peux te servir pour après. Et ça marche, quoi. Voilà. Il suffit d'être un peu motivé. C'est clair. Je voulais rebondir. Avant, tu parlais que comme quoi tu avais une troupe en parallèle que tu as créée. Ouais. Ça fait combien de temps? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, c'est tout jeune. Là, on vient de se monter en compagnie le mois dernier. Okay. Mais c'est... en gros, quand j'étais à la fac, il y avait un théâtre universitaire là-bas qui s'appelle l'Artus, qui est un tremplin absolument formidable quand tu veux commencer à faire de la création en tant qu'amateur. En gros, c'est une association de théâtre universitaire qui va donner l'opportunité à des étudiants de monter leur projet. Donc, tu viens en disant, voilà, moi, je veux mettre en scène ce texte-là. J'ai besoin de tant de comédiens, un scénographe, un metteur en scène, enfin, un assistant metteur en scène, un costumier. Et ils vont te dire, OK, d'accord, ton projet, il a l'air suffisamment clair pour qu'on te fasse confiance. Ils te filent un local de répétition, une salle avec des dates de représentation et un budget. Ah ouais. Et toi, tu fais ton truc. Trop bien. Et c'était vraiment génial. Donc, je suis rentrée là-dedans mes premières années de fac. J'étais assistante metteur en scène sur 2 projets, donc 2 années de suite. Ensuite, j'ai proposé mes projets. J'en ai fait 4 là-bas. Et c'est pendant l'avant-dernier projet que j'ai rencontré celui qui est mon co-metteur en scène aujourd'hui, qui s'appelle Alexandre Mascarello. Et on a monté 2 projets ensemble et on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on continue à bosser ensemble. Et lui, il écrit des textes. Et donc là, c'est déjà le 2e texte qu'il a écrit qu'on va mettre en scène. Et du coup, voilà, on a commencé avec ce binôme-là. Et avec des personnes avec qui on a travaillé sur d'autres projets. Là, on est en train de monter un nouveau spectacle qui va jouer en février. Et du coup, on s'est dit, en fait, c'est l'occasion de se monter en compagnie. Et du coup, on l'a fait. Et c'est trop cool. C'est trop bien. Du coup, on fait que de l'amateur, mais c'est vachement cool. Du coup, vous avez le statut de troupe, non? On a le statut. En fait, c'est une compagnie, c'est une association, si tu veux. Ah ouais, donc là, voilà. Vous êtes sous le régime de l'association. Oui, c'était voilà, ça ma question. Vous n'êtes pas en mode troupe. Non, parce qu'en fait, on fait pas ça de manière professionnelle. Ouais. On n'est pas intermittent du spectacle, ni rien du tout. On fait vraiment ça à côté de nos boulots. À la recherche de cachets ou de choses comme ça. Non, c'est vraiment de l'amateur. Donc, on essaye de monter nos projets en amateur comme ça pour continuer à créer un petit peu. Et c'est quoi, du coup, le nom de la compagnie? C'est la compagnie Meilleur Espoir Féminin. Voilà. Qui était le nom du premier spectacle qu'on a monté en tant que compagnie. Okay. Voilà. Et toi, t'es uniquement du coup côté mise en scène ou est-ce que t'es aussi sur scène? Alors, là, ça sera la première fois depuis le conservatoire du coup que je vais rejouer. Ouais. En fait, on monte cette pièce à 4 mains, à 4 têtes, on va dire. Plutôt à 8 mains, normalement. À 8 mains, c'est ça. Si tout le monde à 8 mains, on est 4 comédiens, 4 metteurs en scène. Et voilà, mais c'est la première fois depuis très longtemps que je vais rejouer. Donc il y a du challenge, mais c'est cool. Okay. Comment vous 4 comédiens et 4 metteurs en scène, mais qui sont pas les mêmes du coup? Si. En fait, on joue et on met en scène tous les 4. Et c'est une mise en scène collégiale. Comment vous vous organisez au niveau fonctionnement du groupe? En fait, ça s'est fait assez naturellement. Alors, c'est une pièce qui a une structure assez particulière. Il y a 2 personnages qui sont constamment en dialogue. Et après, il y a d'autres personnages qui arrivent par monologue. Donc, en fait, c'est une scène de dialogue, un monologue, une scène de dialogue, un monologue. Et donc, moi et Alexandre, on a les scènes de dialogue. Et les 2 autres comédiens, qui s'appellent Léon et Sophie, ils se sont répartis les monologues. Et donc, ce qui fait que on a cette chance-là, c'est qu'on n'a jamais de scène où on est tous les 4 sur scène. Donc, on peut toujours avoir 1 ou 2 personnes sur scène et les 2 autres ou les 3 autres qui sont là pour faire des retours, pour faire la mise en scène. Donc, on fonctionne un petit peu comme ça. Ouais. C'est sympa, franchement. J'avais jamais fait ça comme ça, mais avant, j'étais plutôt le metteur en scène tyrannique, tu vois, qui contrôle absolument tout. Et c'est vachement chouette. mais du coup, c'est aussi intéressant de confronter les visions de chacun sur une scène. Et ça apporte beaucoup, en fait, artistiquement. Ça nourrit beaucoup la création, donc c'est chouette. Dans le cadre de... Pardon, Léon et Sophie, vous les avez rencontrés comment? On les a rencontrés sur notre première pièce, Meilleur Espoir Féminin. On les avait auditionnés dans le cadre, justement, de l'Artus. Donc on était passé par eux pour monter encore ce projet-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait envie de continuer à bosser ensemble et on leur a demandé s'ils étaient OK pour partir avec nous sur une nouvelle création. Et du coup, ils sont encore là.
Génial. Est-ce que dans le cadre, dans le cadre de ton travail actuellement, tu as l'occasion de rencontrer beaucoup de monde ou justement tu es trop dans le boulot et tu n'as pas le temps, en dehors des actions que tu mènes pour le lien social, est-ce que tu as le temps de rencontrer des compagnies, des professionnels? Ouais, beaucoup, parce que déjà, j'essaye de recréer ma pratique de spectatrice en dehors de mon boulot, ce qui est très compliqué quand tu bosses dans le milieu. Le soir, quand tu rentres chez toi, t'as pas envie d'encore aller te taper de la route pour aller voir un autre spectacle dans une autre ville et tout. Mais en fait, ça reste quand même hyper important de le faire. Donc, en tant que professionnel, j'y vais. Je prends contact avec des compagnies, on fait des repérages de spectacles pour éventuellement une programmation chez nous. Donc là-dessus, effectivement, je rencontre pas mal de compagnies. Et puis, toutes les compagnies qui viennent chez nous pour jouer leur spectacle. Du coup, comme maintenant on n'a plus de directrice, en fait c'est un peu moi qui prends la place relationnelle en tant que chargée de com là-dessus. Ouais. Donc on échange énormément avec les artistes. En général, c'est des super beaux moments. On mange ensemble, on débriefe après le spectacle. Des fois, on fait des petits afters aussi, mais ça faut pas le dire trop fort. Promis, coup, personne ne nous écoute. T'inquiète. Mais du coup, c'est hyper sympa parce que après, dans le cadre du festival Pisteur d'étoiles aussi, c'est pareil. Là, tu rencontres alors, les circassiens, c'est encore un autre délire. Hein, ça n'a rien à voir avec les théâtreux. Mais c'est hyper chaleureux. C'est hyper... c'est quand t'es avec des circassiens, en plus, pendant un festival qui est genre un temps complètement suspendu par rapport au temps de la saison ou un temps professionnel que tu as de manière quotidienne, ça n'a strictement rien à voir. En fait, tu te rends compte qu'avec tout le monde, les bénévoles, les artistes, vous êtes une super grande famille où vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, vous faites la chouille ensemble, vous faites à manger ensemble partout, tout le temps, toute la journée. Donc ça crée des liens qui sont vraiment géniaux, et on a encore des nouvelles de compagnies qui étaient là en festival, qui nous disent qui nous envoient une petite photo, on pense à vous, on est dans la région et tout. Donc ça aussi c'est hyper enrichissant, que ce soit avec le public ou avec les artistes, d'être en lien avec eux. C'est une aventure humaine incroyable, le spectacle vivant, c'est génial. Parce que Pisteur d'étoiles, du coup, c'est un festival qui est 100% cirque. Ouais, c'est ça. En fait, Ok. c'est un festival qui, alors normalement, aurait dû fêter sa 27e année cette année, mais qui malheureusement a été annulé, faute de direction et donc de programmation. Donc, Ok. on fait une année blanche cette année, en espérant revenir très très fort l'année prochaine pour compenser tout ça. Et c'est un festival, donc ça fait 27 ans maintenant que ce festival a été créé pour faire connaître au public le cirque contemporain. Et alors, du coup, je vois ta tête, Alexia, je vais t'expliquer. Donc, on a tous en tête l'image du cirque, qui est un chapiteau avec des clowns, avec des jongleurs, avec des acrobates, Des lions qui sautent dans des cerceaux. voilà, avec des vilains, avec des gentils animaux qui sont exploités par des vilaines personnes. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de réglementations justement autour de ces animaux-là qui sont mises en place en France. Donc, le cirque traditionnel, donc ça, on appelle ça le cirque traditionnel, est plutôt amené à partir. Et le cirque contemporain, ou le nouveau cirque, ça dépend, il y a plusieurs appellations. En fait, l'idée, c'est de prendre les codes du cirque, de prendre les pratiques circassiennes, les disciplines circassiennes, donc l'équilibre, le jonglage, l'acrobatie, le clown, toutes ces choses-là, et de les transposer dans des pièces qui ressemblent à des pièces de théâtre, qui ont souvent un fil rouge, parce que le cirque traditionnel, c'est un enchaînement de numéros avec un monsieur loyal qui dit vous allez voir Bozo le clown, machin, et qui simplement ils viennent, ils font leur numéro et ils se cassent. Le cirque contemporain, c'est vraiment de la création artistique avec soit un fil rouge, soit une histoire, et ça peut se jouer aussi bien sous chapiteau que en salle. Et donc l'idée, c'est de vraiment faire une vraie création beaucoup plus poussée que simplement un numéro qu'on va te montrer pendant 10 minutes, mais une réelle création artistique avec un propos, une thématique, une idée à défendre, Du coup, etc. plus de narration de manière générale, Plus en fait, de dans le narration. spectacle. Ouais, c'est ça. Ou alors une ambiance musicale, mais que tu aies vraiment l'impression d'aller voir un spectacle de théâtre. Sauf que ce qui est mis au milieu et enfin ce qui est central dans cette pièce-là, ça va pas être un texte, ça va être les disciplines circassiennes. Ok. Voilà. Et ça, du coup, c'est plusieurs compagnies de cirque qui viennent et qui créent ensemble sur le moment, ou est-ce que... Alors, il peut y avoir effectivement des résidences de création, mais l'idée, c'est plutôt de faire venir des compagnies avec déjà leur spectacle et de faire connaître ces compagnies-là. Et on essaye de rester dans des compagnies françaises, Grand Est, européennes, le plus possible. Donc, pour montrer justement ce qui se passe niveau création de circassienne sur le territoire français. Et donc, donner un peu une vitrine à cette création-là aussi, qui est pas très connue. Mine de rien, ça reste quand même assez niche, à part si tu fréquentes vraiment une salle de spectacle qui va souvent faire du nouveau cirque. Pour toi, le cirque, c'est un lion en cage, quoi.
Et ça, c'est des choses qui n'existent plus et qui sont vouées à disparaître. Et heureusement. Et heureusement. Après, il y a C'est des clair. compagnies comme le Cirque du Soleil qui va détourner justement, comme il n'y a plus d'animaux, qui va détourner justement les animaux en les incluant dans leur création à eux-mêmes, comme fil rouge, comme dans les décors, dans les costumes. Donc, c'est un clin d'œil un peu au cirque. Tu vois, le Cirque du Soleil, complètement cirque contemporain. D'accord. Parce Ok, qu'il n'y a ouais. plus d'animaux, il n'y a pas de Ouais. chapiteaux, il n'y a pas de... tu C'est vois, un seul grand spectacle que tu vas Ouais. voir. C'est ça, c'est une très grosse production, mais c'est un spectacle, quoi. Ouais. Donc, Ok. ouais, ça, c'est l'avenir du cirque. Trop bien. Et ça t'a pas donné envie d'en faire, du coup, du cirque? Oh, alors franchement, moi j'ai la souplesse d'une porte. Alors franchement, non. Mais une porte, ça peut être incroyable. Ouais, non, mais alors non, déjà je suis pas souple. Déjà, j'ai presque 30 ans, donc mes articulations elles ressemblent plus à rien. Et puis alors le jonglage, laisse tomber, j'ai aucune coordination entre mes bras. Mes mains, il vaut mieux pas. Non, il vaut mieux pas. Pour l'avenir du cirque Ah contemporain. Ah oui, non, si je veux rendre un service à l'humanité, faut pas que je commence à faire du cirque. Je vais rester au jeu, ça me va très bien. Est-ce que tu aurais une personne qui voudrait faire ton métier, la médiation, voire la com, ou les deux, quel conseil tu aurais à lui donner à cette personne? Déjà, il y a, on va dire, un petit prérequis quand tu fais de la com et de la médiation, c'est qu'il faut être à l'aise avec les gens. Il faut avoir envie d'aller vers eux, il faut avoir envie de les connaître, faut pas avoir peur de parler en public. Si t'as peur de parler en public, ça va être très compliqué de faire ton travail. Mais je pense que le conseil que j'aurais à donner, c'est d'être hyper ouvert. Que ce soit dans la com, regarder un petit peu ce que les autres font, ne pas hésiter à avoir énormément de recul sur ce que toi tu fais, pas rester fermé en te disant c'est ça qu'il faut faire, mais toujours avoir envie de se remettre en question, de s'améliorer, d'augmenter un petit peu ce que tu fais. Et dans la médiation, c'est d'être hyper ouvert aux gens, parce que tu peux pas parler à des gens et leur donner envie et les intéresser à quelque chose si tu comprends pas d'où ils viennent, ce qu'ils veulent, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs craintes, quelles sont les barrières qu'ils se mettent eux-mêmes pour essayer de les déjouer. Tu fais beaucoup de psychologie en fait avec eux. C'est hyper intéressant, mais tu fais beaucoup de psychologie. Et du coup, ouais, rester vraiment ouvert et hyper humain. En fait, c'est ça. Il faut rester hyper humain parce que ça reste du spectacle vivant. Voilà, c'est ça la différence avec le cinéma, c'est que tu peux faire de la médiation pour du cinéma, mais tu peux pas échanger avec les artistes. Tu peux pas modifier un spectacle vivant. Le spectacle il sera différent tous les jours. Tu peux échanger avec les artistes. Les artistes ils vont jouer différemment en fonction de la réponse du public aussi. Donc en fait tout ça c'est extrêmement humain et donc il faut vraiment rester humain dans ces métiers-là. Toi, tu modifies ta manière de jouer en fonction de comment le public répond? Ben, ça peut arriver. Après, en général, il vaut mieux pas le faire. Mais ça peut arriver, par exemple, quand tu joues une pièce qui est comique et que tu as un public qui est un petit peu frisqueux, tu vois, un frileux, frisquet. Non, frisqueux, j'aime beaucoup ce terme. J'ai inventé un mot merveilleux. Qui est un petit peu frileux, qui est pas très expressif. Des fois, tu as tendance à en faire des caisses pour le faire rire parce que tu cherches le rire. Et ça, c'est terrible. Et ça, il faut pas le faire. Absolument pas. Mais par contre, parfois, tu as des publics qui vont être beaucoup plus à l'écoute. Et donc, toi-même, ça va te donner une autre énergie et tu vas pouvoir jouer des choses qui sont parfois un peu plus profondes où tu vas sortir d'une scène où tu chiales pas et en fait, finalement, tu vas chialer parce que ce soir-là, tu sais que tu as été énormément écouté et qu'en fonction de ce que ton personnage raconte et de ce que ça raconte en toi, ça va te provoquer des sensations qui sont différentes. Ou alors, ça va pas marcher et ça va te provoquer une sensation vraiment de malaise et... ouais, la réponse du public, elle fait beaucoup dans le jeu, ouais. Des fois, tu essayes de pas modifier ton jeu, mais des fois, tu fais pas forcément attention et ça arrive quand même. Et voilà, après, il y a des loupés partout, hein, c'est pas grave. Oh. Est-ce que tu trouves que ton travail t'a modifié toi? Dans le sens où, ouais, à quel point et sur quel aspect principalement tu l'as remarqué ou tu l'as découvert? Ben, ne serait-ce que déjà l'aisance à parler. Avant, j'étais beaucoup plus timide. J'avais pas énormément de confiance en moi et je doutais d'absolument tout. Et en fait, à partir du moment où tu te rends compte que ce que tu fais, ça touche les gens, que les gens te font des retours en te disant c'était super ce que vous avez fait, ou ça c'était une bonne idée, ou là j'ai vraiment compris quand vous m'avez expliqué un truc, ou grâce à vous j'ai envie de revenir. En fait, ça te valorise tellement que tu commences petit à petit à prendre confiance en toi. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai quand même vachement pris confiance en moi professionnellement.
Donc maintenant, quand je dois prendre la parole devant des gens, ou quand je dois aller sur des plateaux télé pour faire des interviews, ou quand je dois aller parler aux spectateurs, ou quand je propose ne serait-ce qu'une nouvelle idée à ma hiérarchie ou ce genre de choses, j'y vais avec beaucoup plus de confiance Tu te sens légitime. et je me sens légitime, ouais, c'est ça. C'est au fur et à mesure du temps, tu trouves ta place, et quand tu as commencé à acquérir une certaine légitimité, en fait, t'as l'impression que rien n'est impossible et que tu peux y aller, et t'as pas peur, en fait. T'as juste pas peur de faire ton travail, et ça, c'est super. Et il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai vraiment appris que l'échec, c'était humain et que c'est pas grave. En fait, que tout le monde se foire à un moment, et que c'est vraiment, vraiment pas grave. Et que voilà, t'es pas un robot, t'es pas une machine, tu calcules pas des algorithmes pour essayer de faire le truc le plus précis possible. Et même les machines Et même les foirent. machines foirent, exactement. Et que, en fait, c'est pas dramatique. Tu fais une erreur, c'est pas grave, tu la reconnais, tu passes à autre chose, t'essaies de la régler, et puis voilà. Et c'est pas grave. Et en fait, quand tu prends ce recul-là, t'as vachement moins peur aussi de t'investir dans ton boulot. Et voilà, t'as fait la com d'un spectacle, le spectacle il a pas marché, t'as peut-être merdé sur un truc, c'est pas grave, tu feras mieux au prochain. Plus, et puis C'est ça. c'est de la progression. Et t'essayes d'apprendre de tes erreurs, et tu dis la prochaine fois je ferai autrement, et puis voilà. Et ça aide vraiment beaucoup. Et moi dans ma vie de tous les jours, ça m'a beaucoup aidé aussi à prendre confiance, et à être vachement plus à l'aise, et à aller vers les autres. Voilà. T'as plus peur de décrocher ton téléphone pour commander une pizza? Non mais ouais, mais sans déconner, tu sais que c'est exactement ça. Quand tu rentres dans le monde professionnel et que tu dois commencer à appeler, passer des appels, tu dis comment ça? Je peux pas envoyer des mails plutôt? Ouais, SMS, c'est bien. Ça marche. Mais ouais, mais maintenant plus aucun problème. Ah vraiment, y a pas de souci. Et tu trouves pas c'est limite l'inverse, parce que tu vas avoir une réponse rapidement, donc tu préfères appeler qu'envoyer un mail et attendre la réponse? Ouais, alors ça dépend des personnes, parce que des fois tu sais que tu vas avoir affaire à des gens où le coup de fil ça va sera pas compliqué. être un gain de temps finalement. Non, pas du tout. En fait, ça dépend. Mais oui, parfois, souvent, tu décroches plus vite ton téléphone que d'envoyer un mail. Ouais, ça dépend. On va lancer la seule rubrique de ce podcast. Ok. Donc, on va écouter le générique. L'instant de la caillasse. Le blé. Le pognon des pépettes. Il est incroyable. Il est super. Alors, en gros, on est en France et tu connais notre pudeur à parler de monnaie en général. Je ne te connais pas suffisamment pour savoir si tu es à l'aise avec ça ou pas. Du coup, j'ai préparé quelque chose qui permet de biaiser ce jugement-là. Tu as une règle de calcul qui permet de transposer ton salaire en 1 kilo de quelque chose. Ok. Ça peut être des gambas, ça peut être des dorades, ça peut être... Des crevettes tout est écrit, Ok, ne t'inquiète pas. d'accord. Tu auras juste besoin de ton téléphone pour la calculette. Ah oui, j'allais dire, parce que là, si tu me demandes de faire du calcul mental, on va être mal barré. Et en gros, le but, c'est combien, pour donner une idée à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, de combien tu gagnes par mois dans ton travail. Ok. Donc, je te laisse tirer une carte. Ok. Donc le but, c'est pas que tu dises le prix au kilo. Le but, c'est vraiment de garder ton intimité financière. Ok. Donc par rapport à ça, il faut que je calcule en fonction Donc de ce tu que mets je ton gagne. salaire, tu le divises par le chiffre que tu vois, et ça te donne le kilo de ce qui est écrit. Bon, c'est Il y a déjà... beaucoup d'informations masquées dans cette phrase. Je fais beaucoup de trous dans mes phrases. Hein? À l'aide. Donc ton salaire mensuel, Ouais. divisé par le Ouais. chiffre, Ouais. C'est bon. et voilà. Ça donne le nombre de kilos, c'est ça? C'est ça. Donc du coup, par mois, je gagne 57,7 kilos de gambas. Et ben, Taille 1. ça, c'est beau. Voilà. Je sais pas ce que je ferais d'autant de gambas, mais je donnerai à mon chat sûrement. Mais Peut-être. Ou une grosse paella ouais, peut-être. avec les collègues. Il va falloir, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire par rapport à ton métier que tu n'as pas eu le temps d'exprimer ou qu'on n'a pas pensé à te poser comme question, qui te semble important? Alors, pas forcément par rapport à mon métier, mais par rapport à mon milieu professionnel. C'est que s'il y a des gens qui veulent, enfin, qui pensent que le spectacle vivant, c'est pas pour eux, il faut essayer.
Il faut pas se mettre de barrières, il faut être un petit peu curieux parce que souvent vous pouvez être vraiment très surpris et très agréablement surpris par ce que vous avez vu. L'état de spectateur dans quelque chose de vivant, c'est très particulier. Il n'y a pas vraiment d'autres choses dans la vie qui se rapprochent de ça. Donc c'est vraiment une expérience. Donc n'hésitez pas à y aller tout seul. Parce que être spectateur tout seul, ça n'a rien à voir avec être spectateur en allant avec un groupe de potes. T'as complètement une autre écoute. Et que si vous voulez travailler dans le spectacle vivant, il y a plein de manières et plein de métiers autour si vous n'arrivez pas à devenir comédien ou être metteur en scène, parce que là, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais disons que c'est des parcours qui sont très, très ardus, qui demandent énormément de travail. Mais il y a toujours moyen, en fait, peu importe, mais que ce soit le spectacle vivant ou un autre milieu. Si vous voulez bosser dans cette branche-là, il y aura toujours des moyens détournés, des chemins de traverse pour y arriver. Faut juste essayer, il faut se motiver. Et en fait, je pense que rien n'est vraiment totalement impossible, quoi. Au-delà de ça, entre un spectacle de clown et une pièce de théâtre, c'est la même chose? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que ça va sûrement pas être les mêmes thématiques et les mêmes... Non, en fait, c'est super différent. C'est super différent, mais c'est bien d'aller voir les deux parce que ça n'a rien à voir. C'est pas parce que t'es allé voir un spectacle de théâtre que t'as vu tous les spectacles de théâtre ou que t'as vu tous les spectacles de clown. On va pas chercher le public de la même manière, mais ça peut créer en toi des choses complètement différentes et complètement contradictoires, et c'est juste hyper enrichissant. Et globalement, la culture, c'est hyper cool. Et c'est hyper enrichissant pour tout, même si on nous a dit que c'était pas essentiel. T'avais encore une question? Non. Ok, alors j'ai la dernière question qui va clôturer ce podcast. Si tu devais donner un conseil à une personne que tu ne connais pas, lequel ce serait? Par rapport à ta vie, à ton Va voir du parcours. spectacle. Un conseil à une personne que je ne connais pas, c'est vraiment de faire preuve d'ouverture d'esprit, que ce soit dans ce que tu vois, dans ce que tu lis, dans ce que tu entends, ou juste les personnes les personnes que tu rencontres, parce qu'on a trop à apprendre des gens, en fait. On a trop à apprendre des gens, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou que ce soit des artistes, ou que ce soit des musiciens, ou on n'est pas fait pour être... on n'est pas des animaux... on est des animaux sociaux, en fait, les humains. On est des animaux sociaux et on peut trop apprendre des gens, et il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, et on se rendra compte que c'est ça qui va vraiment nous faire évoluer dans la vie. Donc, toujours rester ouvert. Merci d'avoir écouté WeCast. Si cela t'a plu, n'hésite pas à le partager. C'était le dernier épisode de la saison 1, mais t'inquiète pas, si c'est le premier que tu écoutes, il y en a 13 autres qui t'attendent au chaud. On se retrouve très prochainement pour une saison 2. Et merci à tous d'avoir rendu ce projet possible.